Un beau jour, un homme a rencontré sur son chemin la vérité toute nue. Il l'a d'abord trouvée très belle. Vous avez l'air d'avoir froid. Elle de répondre, ça m'arrive des fois. Et l'homme s'est décidé à ce moment-là de s'approcher, de la vêtir, de l'habiller, la vérité. Ils sont depuis ce jour-là inséparables. L'homme s'est fait conteur. Bienvenue dans l'univers des contes de Gilles Vigneault. Il y avait une petite fille qui avait son jardin bien à elle, dans l'arrière-cour de la maison. Et elle avait décidé un bon jour de planter là une ampoule électrique, dans l'espoir, un bien petit espoir, qui pousserait peut-être une fleur lumineuse, ou on ne sait pas trop de quelle manière, simplement de la lumière. Comme au bout de quelques semaines, il ne poussait rien, elle a fini par oublier la chose et puis a joué à d'autres jeux. Et comme le temps passe très vite dans les contes, vous savez, 15 ans plus tard, alors qu'elle arrivait avec bien des conditions difficiles à être encore une petite fille au fond d'elle, elle est retournée à la place jadis où il y avait sa maison et la cour, parce que je dis jadis, le progrès de la modernité avait fait son œuvre. Il y avait un nouveau boulevard qui passait juste là, la maison, il n'y en avait plus. L'autre côté, une nouvelle rangée de maisons, toutes pareilles. Mais à 2 pas dans un petit coin de parc, à 2 pas d'un vieil arbre qu'elle avait bien connu de son enfance, avait poussé très haut et fleurissait pour la nuit toute proche un réverbère. Suzanne Blais au piano. Mesdames et messieurs, quel plaisir de pouvoir être finalement devant vous ici aujourd'hui pour faire ce spectacle. S'il y en a qui écoutent en version virtuelle, on les salue aussi au passage. Vous savez, à quelque part, pour le petit gars que j'étais à 16 ans, j'avais mon premier album de Gilles Vigneault à l'époque où on n'écoutait pas ça du tout à la fin des années 90, quand on était jeune de cet âge-là. Il y a depuis longtemps un entretien pour moi d'un rêve de faire quelque chose sur scène avec lui. En fait, pas avec lui, ça ne serait pas possible là, ce soir, il n'est pas là, mais de faire sur lui. Et eh bien, l'occasion s'est présentée récemment. Content d'avoir, comme une bouteille à la mer, les contes de Gilles Vigneault à vous présenter aujourd'hui. De tous ces contes qui, moins connus peut-être que ces chansons, vous donneront peut-être quelque chose à réfléchir et peut-être de nouveau que vous connaissez sans doute peut-être pas. Alors, vous savez, à quelque part, quand je pense à la mer, quand on est en Abitibi-Témiscamingue et qu'on est en eau douce, qu'on pense à la côte nord, Natashquan, on peut penser à un Gilles Vigneault qui se plairait à écrire une note spéciale pour mettre dans une bouteille qu'on pourrait lancer à la mer. Et si il eût fallu qu'il fasse ça, qu'il mette l'ensemble de ses contes et puis que bien des années plus tard, on se retrouve ici, moi-même, à trouver cette bouteille-là, qu'est-ce qu'on verrait d'écrit à l'intérieur? Moi, je pense que parmi les mots qu'on verrait souvent dans l'ensemble du texte, il y aurait le mot « enfance ». L'enfance, souvent, Vigneault jette un éclairage fréquent, régulier, met une grande emphase là-dessus, puisque c'est fascinant. C'est un moment de l'existence qui est le lieu propice pour tous les émerveillements, tous les recommencements, tous les possibles. Et je constate comme Vigneault, parce que je suis père depuis un peu plus de 2 ans maintenant, que c'est pour les enfants qu'on fait autant pour laisser un monde intéressant en héritage. Quoique, comme l'enfance, c'est le moment de tous les possibles, il arrive aussi que ce soit le contraire qui se produise. La petite Eva, tout près de ses 7 ans,
Elle a décidé un bon jour d'écrire une lettre. Bon, écrire une lettre à qui, me direz-vous? On ne sait pas. C'est pas important. Premièrement, il faut l'écrire, la lettre. Et puis, comme elle n'avait pas ce qu'il fallait sous la main et que sa fête s'en venait, elle a décidé de demander à sa mère de lui offrir de l'encre. Et sa mère s'est dit, elle veut probablement dessiner. À son père, elle a demandé du papier. Elle dit, mais ma fille veut probablement faire du bricolage. Alors, à sa fête, elle a reçu, au lieu de plein de jouets en plastique et autres babioles, de l'encre, mais de 5 couleurs différentes, et du papier aussi en 5 couleurs différentes. Il y avait le choix. Quand la fête a été terminée, elle s'est retirée pour écrire sa lettre. Un peu embêtée, sur quel papier est-ce qu'on écrit une lettre? Elle s'est dit, tiens, de la jaune, tiens, de la couleur jaune, ça ferait comme un sourire à recevoir. La première bouteille d'encre qu'elle a réussi à ouvrir, c'était la bleue. Alors là, elle a fait comme faisait souvent sa mère, elle prenait la plume, trempe sur le bout de la langue, c'est une histoire d'ancien temps, OK? On trempe dans l'encrier, mais la plume avait bu une beaucoup trop grosse gorgée d'encre, et avant qu'elle ait eu le temps de faire quoi que ce soit, il y avait une grosse goutte bleue de mer qui s'échappait comme ça et qui s'écrasait sur le désert du papier jaune. Au moment où elle allait froisser la feuille pour l'acheter, elle a aperçu, entre le point et l'encrier, il y avait une petite ligne avec des petits points qui avaient l'air de bouger. Elle a regardé de plus près, elle a reconnu une caravane avec des gens qui avançaient dans le désert. Elle a ajouté des chameaux, elle a fait une dune d'un trait, elle a fait des palmiers autour de l'oasis miraculeux. Rendu le soir, elle a fait se lever des tentes. Et sur une autre feuille qu'elle avait pris soin préalablement d'étoiler, elle a recouvert ce nouveau monde pour la nuit. Le lendemain, il faisait froid, il faisait beau. C'était l'hiver, en fait, pour Eva. Et elle s'est dit, qu'est-ce que je peux bien faire aujourd'hui? Écrire la lettre. Bon. Alors, elle se place en face d'une feuille blanche, l'encre, de la noire. Et là, elle avait un secret tout neuf. Elle prenait plaisir d'une plume avertie à faire prendre une beaucoup trop grosse gorgée d'encre et sploc! Oh! Elle a vu, qui marchait distinctement dans la neige dure de son hiver à elle, un homme et son fils. Le petit gars s'appelait Dominique. Ils s'approchaient les deux d'un puits où ils pouvaient ramasser de l'eau. Alors, par contre, l'homme avait l'air de marcher un peu péniblement. Il calait dans la neige un pas sur 3. Elle a décidé d'ajouter un cheval, une carriole. Elle est embarquée avec eux pour ramener un plein seau d'eau glacée à l'orée de la forêt, dessinée rapidement en bordure de l'hiver. Et puis, elle a été invitée à souper chez eux. Elle a allumé le fanal. Et sur une autre page, elle a fait se lever une grosse lune jaune sur une page bleu foncé. Et elle a recouvert ce nouveau monde pour la nuit. Le lendemain, c'est une tache verte d'une île qui a tout de suite attiré son regard, elle qui flottait déjà dans le coin sud-sud-est d'une page bleu océan. Elle a réussi, rendue au soir, à toucher l'île et le temps de faire un feu, de faire cuire des poissons, de jeter les restes à un goéland. La nuit était faite. Elle s'est endormie dans un château de sable au champ d'insectes tropicaux. Le lendemain, elle a vécu l'été au cœur d'une clairière couverte de pissenlits. Alors, elle a pris quelques-uns, s'est fait un bouquet, a mis dans ses cheveux, elle a pris des feuilles pour réussir à manger une bonne salade rendue au soir. Et elle a fait se coucher le gros encrier rouge du soleil derrière un horizon violet de montagnes et de nuit. Le lendemain, c'est là qu'elle s'est décidée à écrire sa lettre à Dominique, son ami en hiver. Dominique, je t'écris cette lettre pour te dire que je t'aime. Je pense à toi dans l'été et dans toutes les saisons. Aussi, je me prépare à faire mon plus long voyage. J'aimerais bien t'amener, mais j'ai appris récemment que voyager, c'est un travail qu'on fait tout seul. Si tu y penses, fais un cerf-volant. Ton ami pour toujours. Et le samedi,
vers les 9 heures du soir, dans les hauteurs d'une nuit d'encre, une petite fusée s'échappait de la page où montait, bleu pâle, pleine d'hommes et de songes, la tache ronde de la terre. Le 7e jour, Eva se reposa. Après qu'on ait considéré que le monde se recrée à tous les jours quelque part dans des chaumières par des enfants quelque part sur Terre, je vous amène vers une ville dans laquelle est arrivé un homme nouveau un bon jour. Il était tout habillé en gris. Il est rentré dans le restaurant le plus ennuyeux et le plus pauvre de la rue principale. Il est rentré comme un client de tous les jours et s'est installé à la dernière chaise, la dernière table du fond du restaurant. La serveuse, fidèle à son habitude, a apporté le petit napperon blanc avec le verre d'eau en plastique. Il dit, le verre d'eau, c'est parfait. Moi, c'est parfait pour moi, merci, rien de plus. Il a siroté son verre d'eau en regardant partout autour pendant quelques heures. Après quoi, il est reparti en laissant un étrange sourire en pourboire. Il est revenu le lendemain, même chose. Le surlendemain, tous les jours. Et bientôt, il a commencé à parler avec les vieux habitués de la place. Il parlait du temps. Le temps qui dure, le temps qui ne passe pas. Le temps que peut prendre un homme des cavernes, par exemple, occupé précisément et minutieusement à tailler une pierre de silex. Un autre que peut prendre, un autre beaucoup plus tard, à astiquer le fin bout d'une fusée qui va lui servir à aller mettre le pied sur la Lune. Et on aurait juré à le voir et à l'entendre qu'il était et l'un et l'autre et que lui-même serait le premier à poser le pied sur une étoile encore nouvelle. Mais ce qui est sûr, c'est que même si on se disait, je ne sais pas, comment est-ce qu'il s'appelle? Bon, on l'appelait Monsieur Temps. Certains disaient Monsieur Verre d'eau. Et d'autres disaient, ah, regardez là, il est dans le fond du restaurant. Le professeur du temps est venu aujourd'hui. Tout le monde l'écoutait attentivement. Et à force de se faire, on s'est rendu compte que déjà plus personne regardait les horloges au mur. Il y avait des montres qui déjà ne se portaient plus. S'étaient arrêtés à des heures incongrues, différentes, en prenant la poussière sur des tables de chevet, de tout un chacun. Les retards dans la ville se sont faits de plus en plus nombreux, même que toute la ville s'est mise à ralentir. On disait maintenant des phrases comme ça qu'on lançait à la volée, un peu surprenantes. Prenons le temps, là. Prenons le temps de vivre. Hein? Hey, on a même entendu cette phrase-là sortie de la bouche d'un banquier. Et à l'autre bout de la ville, il y a un chauffeur d'autobus qui s'est révélé être un habile sculpteur. Puis l'été est arrivé. Ah ben l'été, il y avait des fleurs partout. L'air était chargé d'odeurs sublimes. Même que toute la ville, un temps, avait l'air d'un bouquet géant. On arrivait au centre-ville, tiens, sur un coin de rue, il y avait des gens qui étaient en train de peindre ce qu'ils voyaient avec leur regard personnel. On traversait le coin de rue, il y avait une dizaine de personnes qui déclamaient de la poésie. Sur un coin de parc, juste de l'autre côté, une quinzaine de personnes qui grattaient des airs nouveaux à la guitare, des gens qui faisaient une murale sur l'autre côté. Maintenant, dans cette petite ville, bientôt rythmée par les arts et la culture, on avait vraiment un temps considérable et on pouvait toujours aller dans le fin fond du restaurant du temps qui reste, on avait oublié l'autre nom, pour aller s'entasser, pour aller voir Monsieur Temps comme ça qui nous causait. On allait gagner ou perdre une heure ou deux, une demi-journée, voire une journée complète à l'écouter. De toute façon, aller savoir combien de temps, on ne mesurait plus le temps. Un bonjour, les 3 bijoutiers horlogers de la ville se sont réunis et se sont mis d'accord pour aller alerter le conseil municipal pour les prévenir de la situation vraiment catastrophique. Le miracle était fini.
on est allé voir M. Tain, on l'a prié de quitter la ville dans les 24 heures tapant. Mais ça a fait du bruit. Et l'histoire s'est répandue de bouche à oreille par monts et par vaux et par villes et villages, et il y a eu des touristes, beaucoup de touristes. On y a fait dans cette petite ville des affaires d'or. Il y a, quand on analyse un peu la vie de Vigneault, pour ceux qui sont peut-être curieux de cet élément-là, quand il a quitté Natashquan, alors qu'il devait aller en pension, continuer ses études à l'extérieur de la Basse-Côte-Nord, il est tombé dans une série de films intéressants, passionnants, alors qu'il était à Rimouski puis au séminaire à Québec. Et il faut croire qu'avoir regardé autant de films quand il était jeune, ça a dû l'influencer, puisqu'il y a plusieurs textes courts qu'il a fait de contes qui ressemblent un peu à des scènes de films, un peu comme si, en zappant, on tombait sur une scène précise. Et après, on ne savait pas nécessairement la fin du film, mais cette scène-là, elle avait quelque chose, un début, un milieu et une fin en soi. Et en même temps, quand il termine de cette manière, où on suppose qu'il y a un avant et un après, il laisse maître à celui qui reçoit l'histoire d'y voir ce qu'il veut bien y voir. Et parlant de laisser maître, justement, pour que vous soyez libre de voir, à la fin de certaines histoires en point de suspension, ce que vous voulez bien, le mot « liberté », ça, nécessairement, dans une bouteille à la mer, Gilles Vigneault, il y aurait sans doute le mot « liberté » marqué plusieurs fois. Et même si souvent on l'a entendu parler de ce mot-là en lien avec l'indépendance du Québec à faire, projet si cher à son cœur, il y a aussi plusieurs textes qu'il a faits qui prennent la peine d'avoir un angle différent, varié, sur ce concept-là de liberté qui est, avouons-le, un mot qui s'encadre mal. Ça a besoin d'air pour y penser, la liberté. Alors, il arrive même que la prison puisse être plus douce que la liberté. C'était un homme à qui on jetait toujours la première pierre. Bon, tout avait commencé d'ailleurs dès la première. Okay. Il l'avait mis dans ses poches, okay, en se disant, « Coudonc, ils n'ont jamais rien fait de mal, eux autres, là, pour me traiter de même. » Puis, il les avait toutes mis dans ses poches en se disant à chacune la même chose. Mais il faut vous dire des fois, là, mais il recevait des fois des volées de première pierre. Bon. Un jour, il y en a eu plein les poches et il y en avait vraiment plus qu'assez. Il en est arrivé à se demander qu'est-ce qu'il pouvait bien faire d'utile avec tout ça. Alors après y avoir mûrement réfléchi, dédaigneux des mauvais regards, après mûre réflexion, son mur qui s'est monté s'est mis à le protéger. Jaloux et maternel, ça a été sa prison. Un jour, un homme qui s'avançait en direction de la ville s'est arrêté au beau milieu de la place. Il était fatigué, son sac à dos sur l'épaule. Il était légèrement balancé sur sa hanche gauche, la tête par en arrière. Et il s'est mis à regarder les maisons exactement à l'endroit où il les imaginait depuis déjà un bon moment. Et puis, il a entendu un bruit. Et paf! La rafale pendant 30 secondes. Puis, les mitrailleuses se sont tues en attendant qu'il tombe. Mais il ne tombait pas. C'était embêtant au possible. Toutes les dames étaient aux fenêtres, le regardaient, il ne tombait pas. Il restait là, fier et tranquille, balancé sur l'ange gauche, comme ça. Mais on l'avait attendu pendant des mois.
C'était un traître, un voleur, un assassin, et il ne tombait pas. Sans rien dire, chacun s'est retiré. Toute la journée, la semaine, le mois, un an, il est resté comme ça, debout au milieu de la place, fier et tranquille, tête vers l'arrière. Sans s'en parler, les gens n'ont pas jugé utile d'insister plus longtemps. C'est une petite curiosité du Kansas. Il y a un petit vieux tout blanc qui montre, en racontant cette belle histoire-là, de la main une statue de pierre grisâtre au beau milieu de la ville, complètement abandonnée. Lui-même vit en ermite. Et les touristes qui passent par là, qui l'écoutent gentiment, sourient en voulant dire je ne sais pas, il est un peu vieux, le monsieur, hein? Je ne sais pas s'il a toute sa tête, là, lui. Un ancien maçon, condamné à 20 ans de travaux forcés, réparait avec un soin surprenant le mur extérieur de sa prison. Et même si son travail était obligatoire, il prenait un souci pour le détail, mais parfaire chacun de ses gestes d'une manière qui ne manquait pas d'étonner les passants et les deux gardiens qui le suivaient de près. Si bien qu'un bon jour, il y a quelqu'un qui a osé s'étonner tout haut. Et puis lui, tout en conservant l'œil sur son travail bien précis, « Oui, mais quel charme est-ce qu'il y aurait à s'évader d'une prison mal construite? Hein? » Si vous étiez gardien à ce moment-là, vous auriez sûrement fait monter le niveau de stress de 2 crans comme ce qui est arrivé. Ça s'est mis à faire les 100 pas en arrière. Et lui, de continuer, comme s'il se parlait à lui-même. Oui, mais un mur où on a mis la main soi-même, ça nous en apprend plus long sur la liberté de l'homme que tous les philosophes. Hein? Alors, cette phrase-là, elle s'est rendue loin. Tellement loin, elle s'est même trouvée de la place dans l'oreille d'un moine qui, intrigué, 2 jours plus tard, a décidé de rendre visite à l'ancien maçon prisonnier. Ce qui se passa, et après quelques heures de belles conversations, notre prisonnier, ancien maçon, il est sorti de la prison par la grande porte d'en avant, vêtu d'une bure à capuchon et ceinture de corde de moine. Et le directeur de la prison, qui est un homme subtil, même s'il ne laisse pas toujours voir, il a demandé récemment à un cambrioleur professionnel de réparer la croisée d'une fenêtre qui était brisée. Et le travail est tellement bien fait là, qu'on sent qu'il va se passer quelque chose dans les prochains temps, malgré l'interdiction formelle émise depuis ce jour d'adresser la parole à un prisonnier au travail. Dans un autre coin, un homme qui avait tué s'est retrouvé quand même, après 25 ans de prison, libre comme l'air. On l'a poliment mis à la porte de la prison avec de quoi vivre un mois entier, à condition de ne pas exagérer, bien sûr, sur le superflu. Il a commencé sa journée, mesdames et messieurs, par l'étude du vol des pigeons sur la place de l'hôtel de ville. Et les passants qui étaient dans le coin le regardaient d'un air un peu mauvais. Vous dire, midi n'avait pas sonné, qu'il y a un agent de police qui est venu lui signaler l'interdiction formelle de flâner sur la place publique. Alors, bon, là, monsieur, vous allez me dire premièrement, qui vous êtes là? Moi, je suis un homme libre. Et le policier, même si c'était contraire à sa nature, s'est mis à penser. C'est pas moi, c'est Vigneault. Et en pensant, il se disait, ça doit être encore un maudit révolutionnaire, ça. Bon, alors là, vous allez me suivre au poste, OK? Alors,
chemin faisant, il talonnait notre homme libre toujours sur la liberté. Justement, je me demandais, il y aurait sûrement juste un repris de justice, hein, quelqu'un qui aurait fait au moins 10 ans de prison ferme qui pourrait seulement parler de liberté. Hein? Monsieur l'agent, ça ne se trouve pas dans le cas de fer d'un cheval, là, ce que vous cherchez là. Même si vous trouviez quelqu'un de ce genre-là, il n'est pas dit qu'il pourrait vraiment vous parler de liberté. Là. Et là, comme pour proposer quelques heures de réflexion à notre agent de police provocateur, comme un jeu, il lui a proposé de prendre ses menottes et d'attacher l'agent de police au mobilier urbain qui était là, en l'occurrence un banc de parc coulé dans le béton. Après quoi, tout en causant d'une manière très habile, il s'est retourné s'occuper de pigeons. Le lendemain, le policier a été révoqué pour incompétence et, malheur à lui, une semaine plus tard, il s'était fait écraser par un train, décédé. Ça a fait de grand bruit dans la place et c'est arrivé aux oreilles de notre ancien prisonnier. Et il a sollicité l'honneur de prendre sa place et, malgré son passé, il a réussi à se faire policier. Il élève des pigeons voyageurs. Mais c'est par pure fantaisie, il ne leur donne jamais de message. Scène de film. Quand je suis redescendu de la montagne, je suis arrivé dans la ville et l'herbe, toute belle, avait poussé un peu partout, très haut sur les talus. Écoutez, c'était tellement beau qu'on avait seulement qu'envie de s'étendre, de rien faire, de rêvasser du matin jusqu'au soir, comme ça. Par contre, il y avait certains signes qui ne manquaient pas d'être troublants. L'herbe, encore neuve dans les rues, avait grimpé environ presque tous les murs, s'était accrochée au rebord de toit et était souvent rentrée, silencieuse, à l'intérieur des grandes fenêtres ouvertes. La revanche de la verdure était démesurée, colossale. En fait, le vert, c'était plus une couleur, ça avait dépassé son état. C'était devenu une présence palpable, c'était presque devenu quelqu'un. Alors, je marchais de plus en plus vite quand j'ai aperçu à côté de moi ce que j'aurais pris pour avant mon départ pour la montagne pour un autobus de ville. C'était en fait un énorme autobus de ville, mais énorme de verdure. J'entendais des cris aigus puis tragiques qui venaient de l'intérieur. C'était épouvantable, mais je me suis approché complètement inconscient du danger. Le silence des environs était tellement dense que les cris défonçaient littéralement les parois, mais ça m'arrivait à l'oreille à peine que je pouvais les entendre. Alors, au moment où j'allais toucher, je me suis arrêté. Je me suis rendu compte que depuis quelques secondes, je mâchonnais de l'herbe alors qu'à aucun moment j'en avais pris. J'ai comme pris un temps qui m'a paru infini à recracher ma bouchée de verdure amère. Même si je devinais le supplice immonde de l'horreur qui se déroulait là-dedans, j'ai décidé de contourner et de m'en aller, m'enfuir de la ville que je devinais entre deux masses vertes. Ça semblait être le dernier issue de ce paisible enfer de calme et de douceur. Alors, j'ai marché, j'ai même couru, à longue enjambée régulière, et puis, vous dire, sans rythme, à m'échapper, à courir comme un fou. Je me suis réveillé. Le soir était tombé. J'étais assis contre un mur de pierre, j'avais la tête douloureuse. J'étais à 10 kilomètres de toute rue, de toute ville possible. Il y a quelqu'un qui est passé, un homme en cheval. Oui. On est allé jusqu'au village le plus près. Et toutes les rues étaient en pierre. Mais il y avait déjà des brins d'herbe verte qui commençaient déjà à pousser, et même que ça s'agrippait à mes pieds, ça verdissait jusqu'à mes mollets. Mais j'ai réussi à enlever sans trop de problème. Et même si parfois,
nos libertés peuvent être encadrées par des éléments comme la nature qui nous y conduit. Il arrive aussi qu'à propos de certaines recherches, certaines expérimentations puissent être faites par des chercheurs. Parfois, c'est un peu curieux. Il avait décidé de faire seul régulièrement l'exercice suivant. Debout, nu, devant un miroir à sa hauteur, il se fixait droit dans les yeux. Au début, il réussissait à tenir 15-20 secondes. Puis, à force de pratique, il en est arrivé à tenir jusqu'à 1 minute complète. Ah, mais il ressortait de l'exercice, mais vidé, lessivé, au bord du coma. C'est de l'extérieur, par contre, que sont venus les problèmes quand il a décidé de proposer l'exercice à plusieurs de ses élèves. Ça s'est su rapidement qu'il devait être probablement fêlé de la toiture. Par contre, un de ses rares adeptes qui s'est mis en tête de le faire voulait battre des records. Selon le chronomètre arrêté qu'on a trouvé près du corps, il aurait tenu plus d'1 heure. Le maître a voulu faire mieux. Par respect et par orgueil, on a enterré les deux le même jour. Eh bien, un autre élément, on ne peut pas passer à côté. Ça intéresse à peu près tout le monde, l'amour. Hein? Si bien sûr on ouvrait cette bouteille-là, pour tous les artistes, ou à peu près, il faut, on dirait qu'on plonge, nous aussi, à chaque fois pour tenter de décrire ce fameux sentiment qui est vraiment pas facile, finalement, à cerner, mais on peut le voir sous tous les angles. Lui-même, Vigneault, bien sûr, il en a connu les débuts, les milieux, les fins aussi. Il a vécu des déceptions amoureuses. Il a vécu la frénésie des débuts. Il a eu des enfants aussi, de l'amour. Et, à quelque part, il a d'essayer de définir ce que c'est l'amour sur les contours, autant que sur le contenu. Voici donc quelques éléments à réflexion qui nous permettent de pouvoir en savoir plus là-dessus. Il y avait, pour vous dire, dans cette chambre-là, presque rien. Il y avait une chaise, une table très, très simple, de bois nu. Il y avait une patère faite du bois entier d'un cerf qui avait dû autrefois être très agile, du moins on le suppose. La fenêtre, ça donnait sur une forêt de tours, de cheminées, de grues. Ça avait l'air d'une gravure poussiéreuse oubliée là par quelques ancêtres. En fait, c'était une chambre qui convenait tout à fait les jours de pluie. Seul signe de présence humaine, il y avait sur la table une bouteille de vin à moitié vide et une Bible, en fait, le couvert d'une Bible, parce que toutes les pages avaient été arrachées une à une. Par contre, la dernière page restait intacte et avait la mention suivante. « J'aimerais que ma chambre serve à quelqu'un manquant de solitude et de mélancolie. » Ça a été considéré comme son testament. Après quelque temps, le notaire, ayant pas trouvé personne de la descendance à qui cette chambre-là aurait pu être d'une quelconque utilité, a décidé d'y installer sa nièce, qui, après l'avoir meublée une fois pour toutes, y a tenu avec un succès modéré le plus vieux et le plus fructueux commerce de toute l'histoire du monde. Quelqu'un manquant de solitude et de mélancolie.
Ils ont été malheureux qu'à un seul moment, mais à un point tel que moins d'une heure après, on n'aurait pas reconnu leur visage. D'abord, s'étaient rencontrés et reconnus comme âmes sœurs, ces deux êtres dont l'un était la neige, l'autre le vent, l'un la barque, l'autre la voilure, l'un les paroles, l'autre la musique, tant leur amour était une tempête, un voyage et un chant. Mais à l'instant d'un mauvais coin de rue, une oreille, comme un coquillage ouvert, a entendu des lèvres crier « Je t'aime, mais adieu !» Lui n'est plus la neige, elle n'est plus le vent. Lui n'est plus la barque, elle n'est plus la voilure. Seulement malheureux deux êtres qui s'étaient aimés en des temps reculés aux extrêmes du monde. Oh, il y a une femme qui s'est évanouie sur le trottoir d'en face. Bon, la foule, l'attroupement, la police qui s'en mêle. Tassez-vous un peu. Là. Et pendant ce temps, beaucoup plus loin, un homme qui est assis, dont on jurait qu'il ne veut rien savoir de la scène, boit de la bière, est perdu dans ses pensées, regarde au dehors, où il neige sans fin. L'amour, ce n'est pas toujours rose. Et les finales peuvent être parfois même pires. Il sentit ses mains se dénouer comme après la prière exaucée, à commencer par le bout des doigts qui passe de blanc à rose, puis les phalanges qui tremblent comme lorsqu'on a peur d'éveiller quelque chose. Et toute cette messe, faite d'un seul geste méticuleusement irréparable, a fini dans un si calme abandon de la victime, de l'autel et du prêtre, qu'on aurait dit la première des caresses et matins de l'amour. Grands ouverts, encore beaux, à peine un peu surpris, les yeux semblaient parler enfin et semblaient suivre un nuage au ciel clair. Mais le nuage était loin de la branche et de l'arbre et du toit. Ses cheveux, ses longs cheveux lourds, tant de fois déroulés selon sa main chaude et chercheuse, les cheveux retombaient défaits, pleins d'un soudain automne dont on ne savait pas si c'était le soleil ou regret des grands vents, car elle fut étranglée sur les rebords d'une fenêtre, ouverte au jour d'été. Puis, tous deux calmés et simples enfin, il s'est approché. Il l'a embrassé sans écraser ses lèvres, à croire qu'il avait les saisons devant lui. Puis, il lui a glissé à l'oreille « Bon, je m'en vais maintenant. » Comme on laisse prière de ma tante ou « Je reviens tout de suite. » Puis, il est parti sur la pointe des pieds. Parfois, par contre, c'est très différent. Ils s'aimaient. Ils s'aimaient depuis toujours et aussi longtemps que leur âme immortelle garderait de leur corps lumineux mémoire et souvenance. Ils s'étaient reconnus comme se reconnaissent au cœur des jungles les grands fauves. À son regard plus bleu que l'eau, plus franc que l'azur, qui disait tranquillement « Je suis roi », elle avait répondu d'un battement de cils « Je suis reine ». Et comme on entreprend de répondre à sa destinée quand l'heure en est venue, ils se sont mis à régner l'un sur l'autre d'une manière si exigeante qu'on aurait dit un vrai royaume. Et chacun de leurs gestes, chacun de leurs mots, sujet de ce vaste pays. Ils s'aimaient. Parfois, ils sortaient du repère. Et dans les rues désertes, et pour cela choisies, un œil habile à discerner le rêve aurait pu voir passer comme un navire leur bonheur majestueux. Elle était à la fois si simple et noble que le plaisir de la voir, ça se situait au-delà de la beauté. La panthère et l'antilope se disputaient l'honneur d'inspirer sa démarche.
si bien qu'il la laissait parfois marcher devant lui pour posséder, ne serait-ce un instant, d'une manière mystérieuse, une âme revêtue d'un si bel animal. Parfois, elle riait tout simplement et c'était une chanson. Elle pleurait, mais d'à peine une tristesse du visage, et c'était tout un royaume en deuil. Il s'aimait. Il inventait pour elle des rites si doux et curieux qu'on aurait eu bonheur à les voir seulement, muets, tout occupés de joie dans leurs cérémonies, menant sous des dehors trompeurs de jeux subtils d'une infinie complexité de l'imprévu. Un brin d'herbe oublié de roussir par l'automne prenait part à l'hommage absolu qu'il se faisait du monde. Aussi, on ne les verra jamais partir. Nul n'a jamais su qu'ils étaient tels que décrits qu'ils s'aimaient tant. Comme ils s'aimeront, ils s'aimaient aussi, cette histoire n'aura jamais de fin. Alors peut-être un poète d'octobre seulement pourra dire en quelques poèmes, d'une manière qui soit tout près de leur belle vérité, ils s'aimaient. Suzanne Blais. Nécessairement, en ouvrant une bouteille à la mer lancée par Gilles Vigneault, il y aurait un air salin de fleuve qui nous arriverait tout de suite au nez, nous qui sommes si peu habitués en Abitibi-Témiscamingue à cette odeur-là si typique. Et puis, bien sûr, après avoir tant été marqué par plein de choses intéressantes de son village et de la Basse-Côte-Nord, il y aurait sans doute bien des mentions de toutes sortes de personnages de ce coin de pays si particulier. Il faut vous dire, moi-même, qui étais fasciné par Gilles Vigneault, il y a une quinzaine d'années, avec mes parents, j'ai décidé de faire un voyage en Basse-Côte-Nord pour aller moi-même à Natashquan. Et première des choses, là, j'étais très content d'apprendre que ça existait pour vrai. Non, mais loin comme ça, à un moment donné, on vient qu'on peut raconter toutes sortes d'histoires. Et oui, et les détails, ils étaient là. Le nom des rues dont il parlait, certains personnages, le quai, la communauté autochtone juste à côté, il y avait le petit restaurant, le marchand général, tout était là. C'était fabuleux. Ça répondait bien à l'image. Il faut vous dire que parmi tous les villages de la Basse-Côte-Nord, une image qui est typique précisément de Natashquan, c'est les galets qu'on appelle. Donc, les magasins des galets, c'est donc une pointe de terre qui s'avance en avant du village et où il y a quelques bâtiments qui sont installés là, qui servaient du temps notamment de la pêche à la morue commerciale pour que chacune des familles souches là-bas puisse entreposer et faire sécher ses agrès de pêche. Et puis, encore aujourd'hui, même si la pêche n'est plus vraiment à Natashquan pour ce qu'elle était, les galets restent encore là. Parlant des galets, on serait aussi bien d'y aller, on va aller espionner une conversation. Ouais, Hey, veux-tu bien me dire qui ce que c'est que celle-là, toi?
C'est pas exactement. Elle est arrivée d'hier. Elle prend des portraits. Paulette m'a dit qu'elle avait passé toute la journée au galet. Bon, c'est ça. Les galets, ces bâtiments-là en ruine, c'est tout à la veille de tomber. Ça prend des portraits, puis le monde de par en bas, après, là, ils vont penser là, que nous autres, on vit dans ces maisons-là. Hey, moi, là, je te dirais des fois, là, Marmot, c'est quasiment insultant. Bon, hey, là, quand même, là. Il ne faut pas charrier, il ne faut pas prendre tout ce monde-là pour des fous non plus. Là. Bon, regarde des galets, là. Bon, regarde. Il n'y a pas un tuyau qui dépasse des couvertures, il n'y a même pas de poteau électrique. C'est bien certain qu'il n'y a pas personne qui serait capable d'aller passer un hiver complet, pas de chauffage. Hein? Puis, sans faire de peine à personne, mettons que ça ferait un peu dur comme chalet d'été. Oui, mais n'empêche qu'il y en a qui trouvent ça beau. Ouais. Moi, si c'était rien que de moi, là, les magasins des galets, là, ça serait à terre depuis un bout, puis ça serait débité en bois de poêle. Hey, bon, là, Nénel, moi, là, te dire, la franche vérité, me lever un matin, là, les magasins des galets partis, je serais comme embêté, là. Ça me ferait une genre de peine, ça, moi, là. Puis je ne serais pas tout seul de mon dire. Ah, ouais, ça tu peux dire, ouais, ça ferait drôle, hein? C'est vrai que ça ferait drôle. On va peut-être aussi bien les laisser là. Vous savez, des fois, le patrimoine bâti, ça tient dans le paysage à très peu de choses. Hein? C'était un exemple. Je dois ramener à mes souvenirs, je crois bien que c'était en 1937. Oui. Je venais d'avoir mes 9 ans, ayant eu la permission d'assister à des soirées de danse chez M. Gassoun, chez M. Wilfrid le charpentier. Ça m'a fait demander à mon père, avec un goût vif pour le violon, comment je pourrais arriver à m'en gagner un. Gilles, on va faire une entente ensemble. Si à tous les jours, tu rentres 3 belles grosses brassées de bois là, dans le hall d'entrée, le portique ici, là, rendu au temps des fêtes, ça va être ton cadeau de Noël. Oh! 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 Ah, mais j'étais le plus heureux des enfants de l'école à Natashquan. Ah, mais je voyais déjà le violon dans ma tête. Ah, puis il jouait remarquablement bien. Ah, quand je m'imaginais en jouer, là, il jouait les plus beaux rilles de Camoun, ceux d'Odilon, la danse à Saint-Dillon, c'est vous dire tellement il était bon. Ah, et puis j'inventais des nouveaux airs aussi. Ça jouait sur 4 cordes en même temps. Et puis là, tout en jouant comme ça, en me revirant, mais mon Dieu, mais il y avait Natashquan au complet qui était là, qui dansait sur mon air de violon. Et là, je continuais à jouer, puis là, mais la côte nord, oh, je continuais à jouer, oh, le monde entier. Oh. Alors là, bien sûr, je prenais 3 belles grosses brassées de bois, je mettais ça dans le portique, dans l'entrée, pour contrer l'hiver, hein, parce que ça ne donne pas une seconde de repos, ça. Et puis, j'ai fait 3 belles semaines comme ça, parfaitement. Puis sont arrivées les premières neiges. Hey, Gilles, tu viens-tu à côte chez Nénel? On va glisser jusqu'au souper. Ah, bien, c'est certain. Ah, attends un petit peu, parce que le bois. Attends un petit peu, ça ne sera pas long. Une petite brassée de bois en vitesse dans le portique, puis à côte chez Nénel. Ah, du plaisir. On glisse jusqu'au souper. Le souper, ensuite, les devoirs. Et puis, on dort. Le lendemain, Gilles, la côte chez Nénel. Oh, attends un peu. Une petite brassée de bois en vitesse. Au bout de 3 jours, Gilles, rentre ton bois? Ah oui. Bon. Alors là, j'ai recommencé mes 3 belles grosses brassées de bois. J'ai recommencé 3 jours parfaits comme ça. Puis j'ai oublié. Vous savez, à 9 ans, on oublie vite. Alors, la veille de Noël, mon père m'a averti de ce qui m'attendait. Je pense, moi, Gilles, que si tu avais vraiment voulu ton violon,
tu ne l'aurais pas oublié aussi souvent? Et il m'a donné un petit harmonica pour le bois que j'avais rentré. Mais le plus beau cadeau que j'ai eu de toute ma vie, ça reste encore le violon que j'ai jamais eu, que j'ai jamais même osé m'acheter par la suite, malgré le plaisir de faire danser et la preuve à faire que j'aurais pu être un habile violonneux. Je me suis traité d'imbécile pour la première fois. Je pense que c'était... Oui. En fait, mon père m'en a jamais reparlé. Moi non plus. Je crois bien que c'est en 1937. Oui. Imaginez un peu s'il avait fallu que Gilles Vigneault, en 1937, reçoive un violon, qui se fasse un monsieur pointu de lui-même, là, pour certains qui ont connu, que serait devenue sa carrière. Hein? Et on se serait privé de combien de belles chansons du répertoire du Québec et de son répertoire, bien sûr. Alors, mais d'une certaine manière, il y a quand même des liens qui peuvent se faire parce que au moment où sa carrière commençait à monter comme poète et chanteur, début des années 60, il se fait demander, Vigneault, faire une participation à un film. Alors là, il parle avec le réalisateur souvent, et puis le réalisateur finit par lui dire, « Bon, écoute Gilles, à toutes les fois là, que tu me parles du fameux pays qui t'habite, là, tu me parles tout le temps de neige et puis de l'hiver. Bien, écoute, c'est pas mêlant. Mon pays, c'est pas un pays, c'est l'hiver. » Ah, ça, là. Ah, ça, c'est une phrase, là. Écoute, Gilles, pars avec cette phrase-là. Ce soir, compose une chanson, puis on va s'en servir demain pour le film. Ça serait vraiment super. Vas-y là-dessus, sur cette thématique-là. Reclus dans une chambre d'hôtel, avec seulement crayon, papier et un harmonica en mi de ses poches. C'est avec ça qu'il a composé finalement un des airs qui est devenu, sans doute dans le top 5 de ses chansons les plus connues et belles de son répertoire, Mon pays. Puis, tant qu'à parler de mon pays, puis à parler de Gilles Vigneault, on serait aussi bien de la faire. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Dans la blanche cérémonie où la neige au vent se marie, dans ce pays de poudrerie, mon père a fait bâtir maison. Et je m'en vais être fidèle à sa manière, à son modèle. La chambre d'âme y sera-t-elle qu'on viendra des autres saisons pour se bâtir à côté d'elle? Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. De mon grand pays solitaire, je crie avant que de me taire à tous les hommes de la terre. Ma maison, c'est votre maison. Et entre mes 4 murs de glace, je mets mon temps et mon espace à préparer le feu, la place pour les humains de l'horizon. Et les humains sont de ma race. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'envers d'un pays qui n'était ni pays, ni patrie. Ma chanson, ce n'est pas ma chanson, c'est ma vie. C'est pour toi que je veux posséder mes hivers. Un bon jour, en revenant de la cabane à chasse, mon père, tout content, « Bon, et là, la famille, là, aujourd'hui, c'était une belle journée. J'ai croisé l'acheteur de fourrure en m'en revenant. On a même arrêté nos traîneaux à chiens l'un à côté de l'autre pour se parler un peu. Bon, on a parlé de toutes sortes d'affaires et puis il a fini en disant qu'il passerait me voir bientôt. Et moi, j'y ai répondu que j'aurais bien au moins 2-3 queues d'écureuil à y montrer. Hein? Bien, 2 jours plus tard, l'acheteur est venu.
il portait un nom étranger que je ne me souviens pas. Il a d'abord accepté d'entrer. Il a pris place. Il a accepté de prendre un verre que lui a offert mon père. Et puis, les deux se sont mis à causer de poudrerie du mois de mars, du bois qu'il avait bûché, mais de fourrure, il n'en parlait pas. Les deux se guettaient. Et moi, j'en avais profité pour me glisser à l'intérieur du salon à fourrure chez nous, qui était magnifique, où s'entassait presque jusqu'à ma hauteur. J'avais 6 ans. Et je rentrais incognito, mais c'était superbe pour voir s'entasser là. Ah, écoutez, il y avait des renards argentés, il y avait les roux, les peaux noires, les croisés, les longues loutres avec le poil très doux, les visons avec le pelage magnifique. Et puis, la pièce de résistance, c'était nécessairement ici la grosse pile de fourrure. Et il y avait là-dedans des loups cerviers, le lynx, hein? Un genre de gros chat qui se prend pour un tigre et sur lequel tous les trappeurs avaient un fait terrible à raconter. Par-dessus ça, il y avait des rats musqués, des belettes et les écureuils. Mais là, attention. Un vrai bon trappeur, ce n'est pas quelqu'un qui est là seulement que pour faire du sport, pour le plaisir. Si mon père prenait aussi des belettes puis des écureuils, c'est parce que ça pouvait se vendre. Alors, les deux étaient derrière moi et ils s'estimaient, se jaugeaient. Et c'est l'acheteur qui a parlé en premier. On peut voir, en attendant une réponse qui n'arrivait pas, il a commencé à soupeser chacune des peaux, à sculpter. Là. Ah! 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 Ça a duré une grosse heure. Et à chaque fois qu'il faisait un « on » désapprobateur, jamais ça trouvait d'écho. Et moi, j'observais les silences de mon père. Je le sentais traqué, presque piégé, même si le mot « piège », c'était un mot qu'il ne fallait pas dire. Et puis, quand l'acheteur a eu fini, un peu comme s'il s'adressait à la pile, il dit « ça ne vaut pas grand-chose, c'est de valeur, ça aurait été des très belles peaux. Cette année, c'est le castor. Mais vous n'avez pas un castor? » Mon père n'a rien dit, mais son silence était un vent glacé qui court les plaines brunantes avec la poudrerie du lendemain. Son silence était aussi dur que la glace des lacs, l'autre bord de la montagne bleue. Alors, l'acheteur qui a poursuivi, mais qui voulait pas démordre, bon, écoutez, je vous proposerais bien 100$ pour l'ensemble du lot, là, mais je me demanderais bien ce que j'en ferais. Alors, mon père, qui est l'hospitalité même, l'a poliment prié de sortir, ce que l'autre s'est empressé de faire, sans même oser s'excuser, tellement il avait hâte d'être ailleurs. Et il n'est pas venu d'autres acheteurs de tout l'hiver. À tous les soirs, je voyais mon père s'installer en plein centre du salon à fourrure et dire immanquablement « Ce qui m'insulte le plus, c'est d'avoir tué toutes ces pauvres bêtes-là, finalement, pour rien. » Rendu au printemps, il a vendu l'ensemble du lot à un marchand d'autres choses, 250$, et c'était donné pour l'époque. Et moi, pour ma part, je m'étais habitué à ces belles peaux de fourrure-là partout dans le salon en fourrure. Alors quand, un bon jour d'avril, je suis revenu de l'école et que j'ai aperçu la salle à fourrure complètement vide, je me suis mis à pleurer. Je suis allé dire à tout le monde que l'acheteur d'avant les fêtes était venu nous les voler et qu'un bon jour, je le tuerai. On ne m'a jamais démenti. Et je le tuerai.
je vais vous dire, sur la Côte-Nord, dans la langue Innu, qu'on disait autrefois à Montagnais, le mot étranger se dit volontiers katak stimité. Katak, c'est le nom, stimité, c'est le verbe. Ça veut dire celui qui vient de loin. Alors, quand il était arrivé dans le village parmi nous, puis on lui disait, comment tu t'appelles, toi, puis d'où tu viens? Il répondait, Katak, hein, Nim Katak Stimité. On avait fini par l'appeler simplement Katak. Et juste d'évoquer ce nom-là, mesdames et messieurs, ça nous ramène tous les départis du village, mais à un moment qui est chargé de souvenirs, la mi-carême. Ah, ça, là. Et là, attention, la mi-carême, c'est à ne pas confondre avec les carnavals, Halloween, Mardi Gras, toutes sortes d'affaires qui ne sont pas la mi-carême. La mi-carême, c'est au milieu du carême. Bon, c'est vrai qu'on ne fait plus le carême pantoute, mais on a gardé le milieu. Bon. Il y a seulement 4 villages au Québec où ça fête encore la mi-carême, dont Anatashquan. On est bien fiers de ça. Et c'est une semaine complète, là, à travers laquelle les gens passent de maison en maison, les enfants et les adultes, je dirais même surtout les adultes, et on arrive complètement déguisés, masqués, méconnaissables. Et puis, il n'est pas question de garder les bottes reconnaissables. Non, c'est méconnaissable. Et l'hôte de la maison a à deviner qui c'est qui est en arrière du costume. Puis, quand on réussit à deviner, au bout d'un temps, tu enlèves le masque et puis, je te paye la traite. Hein? Alors, c'est un moment intéressant parce que, premièrement, ça permet de fraterniser, puis aussi d'aller comme des senteux, hein, dans des maisons où on n'irait pas le reste de l'année. La voisine a dit qu'elle a reçu un tapis par le catalogue, puis qui est bien beau dans son salon. Franchement, il n'est pas aussi beau qu'on dit. Là, et puis, ça fait joyeux dans une municipalité, mais imaginez que vous soyez déguisé en religieuse, en valet de trèfle, en étoile, en cœur de pomme, vous pouvez croiser Jésus, le surhomme, une bande de 12 pirates sur le chemin d'en haut. C'est joyeux. Hein? Et puis, au milieu de toute cette fête-là si intéressante, je vais vous dire, Katak, lui, il la faisait aussi, la mi-carême. Lui, il faut vous dire, c'était un homme qui était tranquille, un homme qui, on l'appelait Katak, donc l'étranger, mais il trouvait que ça lui allait bien, il ne s'en faisait pas un problème avec ça, même que ça le flattait. Il disait, ceux qui sont rien, personne n'en parle. Trappeurs, chasseurs, pêcheurs, en fait, il allait toujours tout seul. Il disait, mon canot est trop petit pour une deuxième personne, puis vu que le poisson et le gibier sont habitués de même, je ne voudrais pas trop les surprendre. Il savait faire habilement des raquettes, les mouches pour la pêche. Il avait appris les trucs de ses ancêtres. Et puis, il échangeait ça volontiers dans le village contre des patates, du bon pain ou du thé. Ah, ça, il adorait le thé. Et puis, Katak, donc, lui aussi faisait la mi-carême, mais c'était toujours avec une peau d'animal qui avait empaillé, donc après l'avoir capturé, la saison d'avant. Mais, étant donné que, écoutez, il était intelligent, il était astucieux, mais il allait toujours avec une peau d'animal, mais il n'y avait que lui qui faisait ça. Alors, pour reconnaître, même que la gageure, c'était devenu deviner l'animal d'avance. Hein, puis, il ne disait jamais un mot avec son masque. C'était toujours le cri de l'animal. Hein, fait que là, une année en chat sauvage, une année en cerf, une année en ours. Et, puis et la dernière fois qu'il a fait la mi-carême, il avait capturé aux premières neiges un loup blanc dont il avait révélé la capture à personne. Mais vêtu du loup blanc, la tête du loup qui dépassait sa propre tête, il était effrayant à voir. Et en même temps, c'était ça aussi la mi-carême, c'est la fête de la peur. Alors, il a commencé la 3e journée de la mi-carême, c'était le samedi vers les 9 heures, commencé par la maison privée du marchand général, qui savait déjà pleine de monde. Alors, les enfants, je pense là qu'il y a une autre mi-carême à la porte, il va falloir aller ouvrir là-bas. Hein? Oui, OK. Hein? Oh non, hey papa, c'est pas une mi-carême, c'est un loup. Si tu as peur, la petite, c'est pas grave, va dans l'escalier, c'est correct. Bon, la petite a raison, c'est un vrai loup, ça. Ça serait-il possible de toucher? Oui. Ma femme, v'là une mi-carême qui a les moyens. Il y a une fortune sur le dos.
Sans vouloir insulter les autres mi-carêmes ici présents, là, moi, c'est la plus belle mi-carême que j'ai jamais vue de ma vie. Là. Ah, ouais. Et là, normalement, c'est à ce moment-ci que dans la tradition, t'ôtes ton masque, je te paye la traite. Alors, je ne sais pas si une mi-carême aussi rare accepterait d'enlever son masque le temps qu'on puisse lui payer un petit quelque chose à boire. Et pourtant, un loup blanc, ça hurle plus fort que ça d'habitude. Hein? Et c'est à ce moment qu'il est sorti de cette gueule formidable, le discours le plus surprenant et le plus inquiétant jamais tenu par un mi-carême. J'étais ici avant tout le monde. J'ai lu ce qui doit se passer demain dans les cendres d'un caribou. Pour arriver ici, j'ai lu mon chemin par la mousse sur les arbres. J'ai longé des falaises en courant sans vertige. Je suis plus libre dans vos cages que vous dans vos clés. Vous avez laissé entrer le loup. Vous avez laissé entrer l'étranger chez vous. Et vous avez peur. Puis, avez-vous eu peur? Hein? Oh, Monsieur Katak. Oh, Monsieur Katak. Ah ben là, vous nous avez eu là. Ah ben vous nous avez eu là. Ben c'est trop beau. C'est trop beau. Alors, ma femme, on paye la tournée à tout le monde ici présent. Ah ben, quand tu parles d'une affaire, les enfants sont descendus de l'escalier, les sourires sont revenus dans les visages, et puis la fête a continué, mais ça avait eu lieu. Et c'est à partir de ce moment-là que Katak a arrêté d'être un étranger. Il dit encore aujourd'hui, et je ne sais pas si les mouches que je fais pour la pêche sont meilleures depuis que je ne fais plus la mi-carême, mais si je faisais tout ce qui m'est demandé, moi, dans le village, j'aurais même plus le temps moi-même d'aller à la pêche. Et puis j'ai des provisions de thé, mais c'est pour 2 hivers d'avance. Je me suis levé de bon matin pour trouver mon pays. Je me suis levé de bon matin, c'était pour trouver mon pays. Et voir mon voisin, c'est mon voisin qui m'a dit il faut que tu défasses ta maison pour trouver ton pays. C'est en dessous de ta maison que tu vas trouver le pays. Oui, la maison, en dessous de la maison, là, notre maison en pierre, là, dans le bout du champ. Ah ben écoute, depuis 5 générations qu'on a ça. Pas dépoussiérable. Pleine de fourmis puis d'araignées à l'année, cette maison-là. Moi, franchement, c'est ma femme qui va être contente quand je vais dire ça. Depuis le temps qu'elle rêve d'avoir son beau petit bungalow neuf. Là, si le pays est en dessous de la maison, mais que tu vas... Messieurs les contracteurs, vous voyez la maison qui est là, OK? La maison. À terre! Merci. Ma maison est tout à terre et je n'ai pas trouvé mon pays. Ma maison est tout à terre et je n'ai pas trouvé mon pays. Été voir monsieur le maire, c'est monsieur le maire qui m'a dit il faut couper ta forêt pour trouver ton pays. C'est en dessous de ta forêt que tu vas trouver ton pays. Ah ouais, vous auriez dû dire ça avant le voisin pour la maison. Franchement, on aurait gagné un peu de temps. La forêt, c'est bien certain, on va mettre ça à terre. Il n'y a pas de problème avec ça, quoi. Quoi? Moi, aimer la forêt? Oui ou non? Depuis le temps que ça nous bouche la vue, ça? Hein? C'est à peu près rien que bon pour ramasser les mouches en été puis la neige en hiver. Puis 100 hectares de forêt en avant de chez nous. Ça fait de quoi? Si le pays est en dessous, c'est un projet bien plus important. Là. Alors, j'arrive pour faire venir du monde, pour faire je reçois un appel. Ils me disent, hey, on va te payer pour le bois, hein? On va amener ça pour la transformation, puis on va faire du pâte et papier, on va faire du papier journal avec ça, pour les nouvelles. Puis, en plus, me payer pour couper cette forêt. Messieurs les contracteurs avec vos multifonctionnels, là, vous voyez la forêt qui est en face de vous autres, là? Je ne veux pas voir ça debout demain matin. Moi, sacrer le feu dedans. C'est-tu clair? La forêt à terre. Merci. Ma
forêt est tout à terre et j'ai pas trouvé mon pays. Ma forêt est tout à terre et j'ai pas trouvé mon pays. Été voir le curé, c'est le curé qui m'a dit, essoucher puis labourer puis tu vas trouver ton pays. C'est en cultivant ta terre que tu vas trouver ton pays. Bon. Et le curé a rajouté une fable de circonstance. Un riche laboureur, sentant sa faim venir prochainement, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. « Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que vous ont laissé les aïeux, car un trésor est caché dedans. » Bon, résumons. Il fut sage de leur montrer, avant sa mort, que le travail est un trésor. Bon. J'avais 100 hectares de forêt fraîchement coupée en avant de chez nous. S'il fallait cultiver pour trouver le pays, j'avais du terrain. Alors, j'ai commencé par essoucher. J'ai hercé, j'ai nettoyé le terrain mais comme il faut. J'ai labouré. J'ai été planté, moi, des patates là-dessus. Écoute, il y avait là, des belles rangées jusqu'à perte de vue. Et puis, je me suis dit, hein, ça va y aller. Puis, malgré que la météo était bonne, je trouvais que ça ne poussait pas bien vite. Alors, j'ai fait venir de l'engrais chimique. Là, je dis, envoyez, étendez ça là-dessus. Et puis là, malgré que la météo encore, ça devait aller, mais ça ne poussait pas encore assez vite à mon goût. Fait que je me suis dit, on va en réétaler encore une deuxième chose. Bon. Puis, tant qu'à faire un projet, on ne le fera pas à moitié. Alors, j'ai racheté tous les voisins, exproprié tout le monde. Alors, je me suis ramassé tout seul, comme un champion, pour cultiver tout seul dans mon rang. C'est l'affaire, il y a des gens qui sont venus me dire, je pense là, que tu as brûlé ta terre. Je ne sais pas si j'avais brûlé ma terre. Je vais vous dire, c'était un peu décevant parce que rendu à l'automne, j'avais à peu près rien qu'assez de patates pour nourrir moi et ma petite famille. Là. Ça fait que je me suis rendu au constat bien évident. Je suis allé au conseil municipal, j'ai dit, la chose est claire, mon rang, on le farme. Merci. J'ai cultivé ma terre et je n'ai pas trouvé mon pays. J'ai cultivé ma terre et je n'ai pas trouvé mon pays. Été voir le ministre, c'est le ministre qui m'a dit, faut creuser bien plus que ça pour trouver ton pays. C'est dans le fond du fin des fonds que tu vas trouver ton pays. Eh bien, c'est ça. Oui. Merci, monsieur le ministre. Oui, c'est ça. Au revoir. Oui, c'est ça. C'est juste humiliant que ce soit un ministre qui m'ait fait penser à ça. Un ministre. Bon, j'aurais aimé mieux que ce soit mon voisin qui me le dise. Tiens, un ministre. Quand on pense à ce qu'ils coûtent, à ce qu'ils font, pas à ce qu'ils disent. Bon. En même temps, je me suis dit, bon, écoutez, peut-être que la Providence a des moyens bien contournés et bien humbles pour nous montrer ses dessins. Alors, bon, ce qui est appris, hein, que ce soit par mon voisin ou par le ministre. Bon, on ne peut pas se tromper, le pays est en dessous. Alors, on va creuser. Alors, je me suis servi de mes contacts. J'ai été voir tout un chacun et j'ai lancé l'appel. Et ils la prirent, l'appel. Je veux dire, on a creusé. Bon, au début, c'est arrivé avec toutes sortes d'affaires, des pelles à neige, des bouts de bâtons, des pics, des pioches. On a commencé à creuser tout le monde ensemble et c'est arrivé par centaines. Et puis, moi, j'ai été qualifié rapidement d'être le big boss creuseux. Ouais, c'était moi le big boss, puis je supervisais les travaux. Et puis, il s'était mis à avoir un trou dans le paysage. Et puis, il y a du monde, des fois, qui venait me voir et dit, hey, peut-être qu'on devrait commencer à creuser plus là-bas, là, dans la petite baisseur. Peut-être que ça nous ferait moins loin à creuser pour trouver le pays. Moi, là, dans des équipes bénévoles, de même, de trouver là, des flambeaux. Enfin, je veux dire, des moins vaillants. On n'endure pas ça. Okay? Alors, moi, là, je leur disais, ah ouais, vous autres, là, en haut sur le coteau, là, ah ouais, commencez à creuser là-bas. Au bout de 2 jours, là, il n'y avait plus personne qui posait des questions niaiseuses de ce genre-là. Ça creusait, là, puis ça y allait aux travaux. Il faut vous dire, en concentrant les efforts sur un seul endroit, là, il s'est mis à avoir un trou dans le paysage, mais énorme. Écoutez, c'était tellement gros, là, mais c'était beau de voir ça. Ça ressortait là, de tout bord, tout côté. Écoutez, le monde, ça travaillait vaillamment. C'était une vraie fontaine. Hein. Il y avait là, des bouts de tourbe, de glaise, des bouts de bois, des clous, des vis, des bouts de barrage, un ruisseau en entier. Écoutez, les canards frayaient avec les crapauds dans le ciel. C'était un montage extraordinaire. Oui, voyez ça. Puis, à un moment donné, on voyait appuyer avec ça dans le paysage, cette affaire-là. Et puis, on devait faire attention à ce trou-là. Et puis, à un moment donné, il est arrivé du monde. Il était habillé en dimanche.
Bon, en fait, c'était dimanche, OK? C'était un peu logique, là, mais nous autres, on a été habillés en semaine parce qu'on travaillait. Puis, ils sont arrivés polis, hein, aimables. Tu sais, s'ils étaient arrivés, là, arrogants, puis là, en regardant ça, voulant tout commander d'une langue étrangère, ça aurait été « Ah ouais, dans le trou avec tout le monde, puis le pic, puis la pierre. » Non, non. Là, ils sont arrivés courtois, aimables. Et là, on s'est dit, je ne sais pas qui c'est que c'est, on ne les reconnaissait pas à première vue. Puis. Et là, on est arrivé sur le bord du trou. J'ai dit, attendez, faites attention pour ne pas tomber dans le trou, là, vous êtes au bord. Là. Ils ont dit, bravo, félicitations. J'ai dit, oui, merci bien. Et là, l'autre à côté, il dit, c'est extraordinaire. C'est superbe. C'est grandiose. L'autre à côté, il dit, ah, c'est absolument herculéen. Ah, c'est absolument inimaginable, c'est inouï, c'est pharaonique, c'est apothéotique. On ne comprenait pas tout ce qu'il disait, là, mais on voyait que c'était dans le sens pour. Alors, à un moment donné, jusqu'à bien qu'il était rendu au bout de le vocabulaire, puis il y en a un qui a dit quel trou! Ça flatte toujours. Alors, il y en a un qui a rajouté, mais vous faites là un trou historique. Oh, sérieux, le courant de l'histoire qui nous a passé dans le corps. Alors, bien, franchement, on n'est pas peu fiers. On s'entend toucher le pays d'ici peu. Et puis, est-ce qu'il y a d'une quelconque manière qu'on pourrait vous être utile? Bien, et on dit oui, si ce n'était pas trop vous demander, avec votre aimable autorisation, écoutez, de tout ce qui ressort, là, s'il était possible que les bouts de planche, puis les bouts d'eau, puis de tourbe, puis des cochonneries, là, si c'était possible de les mettre sur un tas un petit peu plus vers le nord, puis sans tout départager. Là, en vrac, nous, on fera ça par la suite, il n'y a pas de problème. Là. Le cuivre, le zinc, le nickel, le cadmium, l'or, tout ça sur un tas un petit peu plus au sud. Évidemment, ça partit des cancans. Il y a du monde qui sont allés dire après ça que ça partait dans d'autres pays pour fabriquer des outils, pour nous revendre à gros prix, pour qu'on continue, nous autres, à creuser pour trouver le pays. Never mind. So what? Notre entreprise était beaucoup plus noble, la foi des pionniers nous animait. Eh bien, c'était bien demandé, eh bien, ça a été fait. Alors, je pourrais vous dire, moi, j'étais content parce qu'au bout d'une couple de semaines, là, hey, tu ne pouvais pas te tromper. Il y avait un tas bien distinct au nord. Celui au sud, il y avait une tranchée entre les deux. Tu pouvais le voir se lever le soleil sur un côté puis le coucher sur l'autre bord. C'était départagé. Tu voyais qu'il avait été mis de la loi puis de l'ordre là-dedans. Bon. Ça fait qu'à un moment donné, j'étais assez fier des travaux. Ça continuait de sortir, puis oh, là, bien, ouais. Et puis, à un moment donné, j'ai wow. Hey, il y avait du monde. Du monde qui revolait dans les airs, comme ça, avec le sable. Puis, il revolait haut dans les airs. Bien, je dis, il revolait, mais tu voyais qu'il n'avait pas volé avant. Tu sais, là. Oh, puis il garochait des mots, on ne comprenait pas tout, mais puis il tombait sur le tas de déchets. Puis c'était évident qu'on les tuait. Et là, je dis, oh, attention, qu'est-ce qui se passe là? J'ai fait venir mon bras droit, le sous-chef capitaine Creuseux du Fond. Ça a pris 3 jours avant qu'il remonte. Alors là, je lui ai dit, veux-tu bien m'expliquer ça? Regarde encore un matin, là, il y en a 3, là, à monter dans les airs, puis garoche des mots. Mais écoute, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que moi, si on doit tuer du monde pour cette entreprise-là, moi, c'est bien clair, ça va être fini, là. Et là, ben non, qu'est-ce qu'il y a? Et là, il s'est mis à rire. Mais il était plié en deux, mesdames et messieurs. Et là, moi, je dis, arrête de rire parce que moi, là, si on doit tuer du monde pour cette entreprise-là, c'est clair que c'est terminé. Je trouve absolument rien de drôle là-dedans. Et puis là, encore pris d'un spasme, mais finit par me dire, ben non, c'est déjà tout payé, c'est des Anglais. Wow. Je ne dis pas parce que c'est des Anglais, c'est du monde aussi. Et puis on ne tuera pas d'Anglais non plus pour cette affaire-là. Puis je me suis dit, on aurait-tu creusé assez de travers pour déboucher en Ontario? Puis là, mais il dit non. Mais non, c'est parce qu'il y a 3 jours, on a débouché de l'autre bord, c'est des Australiens. Oh! Il dit, wow, halte! On termine les travaux. Bien qu'on doive la considérer comme un échec, la quête du pays est finie. Et puis je me reculais un peu. Je me suis dit, je n'avais pas le choix, moi. Ma terre promise. Tu voyais le trou dans le paysage. On voyait rien que ça. Puis ça, c'est rien, ça. Si tu avais vu le tas. Ah. Bien, peut-être certains l'ont vu, d'ailleurs, en s'en allant vers Val-d'Or, enfin. Alors, comme bien du monde avec le pic et la pioche, on regardait à terre en cherchant quelque chose qu'on ne trouvait pas. Puis
on s'en retournait chez nous déçus. On recommence. L'Autochtone qui passe par là, je l'appelle, viens voir ici. Une Autochtone qui passe par là, je l'appelle, viens voir ici. Peux-tu me dire comment faire pour trouver mon pays? Elle se revire, puis elle me regarde, elle y pense et puis elle rit. Elle s'approche et elle sourit, et dans son langage, elle me dit. Elle dit, Kiki papisiskinimin, kako takojinyanoma, kawin ninisi tatasin, adi kapijitain oma kik. Iyaki kananatwa pataman, kiji kimojimi jinan. Ce qui veut dire, dans notre langage, j'ai eu beau t'observer depuis ton arrivée, j'arrive toujours pas à comprendre ce que tu cherches ici. Si c'est le pays, tu devrais l'avoir, tu me l'as volé. Je me demande souvent ce que tu as fait avec.